J'ai pas eu le temps de la préparer du tout. J'étais avocat encore dans le cabinet de droit des affaires. Et un de mes, on va dire, de mes référents en pénal m'avait inscrit d'office sur la liste, vous savez, des avocats qui font les permanences pénales. Bon. Parce qu'il m'avait dit, et d'ailleurs il avait raison, il m'avait dit, si tu veux faire ce métier, il faut apprendre à plaider. Donc si tu veux apprendre à plaider, tu vas à la 23e. Donc la 23e, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les comparutions immédiates, ce qui à l'époque était les flagrants délits, c'est plus parlant, j'allais dire. Et vous arrivez, moi j'ai fait tous mes samedis là-bas. Donc vous arrivez, il est 10h du matin et vous en sortez à minuit, 1h, 2h du matin. Et vous faites en fait, vous plaidez pour tous les gens qui ont été arrêtés la nuit précédente ou l'avant-veille. C'est-à-dire les clients, vous les voyez 10 minutes, les dossiers, vous les voyez 10 minutes, l'audience, elle dure 10 minutes et surtout, vous plaidez toujours les mêmes faits. Donc ça vous apprend à vous renouveler. Et puis en plus, c'est très dur parce que il y a aussi des gens, des clients qui arrivent comme ça, et où vous savez que vous êtes aussi obligé de faire des choix. Parce que vous allez avoir le jeune étudiant qui s'est fait prendre avec un morceau de shit, et où le policier n'a rien voulu entendre, et il se retrouve avec un casier vierge, et dans une situation qui peut être tragique pour lui, immédiatement, mais aussi pour son avenir. Et puis, il a exactement les mêmes faits avec le même individu, mais qui a été condamné 15 fois. Donc, s'il faut vraiment mouiller la robe, comme on dit, c'est surtout pour le premier. Donc, ça, psychologiquement, on l'apprend aussi, parce qu'au début, on n'est pas formé. Mais c'est une école qui est pratique, qui est extraordinaire. Le matin, genre vers 10h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone au cabinet en me disant « Il y a une affaire pour toi, est-ce que tu veux la prendre ?» C'était ce qu'on appelle le bureau pénal au Palais de Justice de Paris. L'avocat s'est désisté, il y a un empêchement, est-ce que tu peux plaider à 13h30 ? Et j'ai dit oui. Donc j'ai demandé l'autorisation pour partir de mon cabinet, qui était à l'époque boulevard Malesherbes, pour vite aller voir le dossier. Donc le client, je ne l'avais pas vu, puisqu'il était incarcéré. Et donc, voilà, et c'était une affaire de... C'est des affaires, on ne les oublie pas, celles-là. C'était une affaire de violence volontaire avec arme. Enfin, en fait, c'était un manche de pioche. C'était un mari cocu qui avait frappé l'amant. Mais enfin, avec quand même une certaine violence, parce qu'il était quand même en prison. Dudzinski s'appelait le... Oui, pourtant ça date, hein. Dudzinski. Voilà. C'était devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, était présent et était venu me voir la femme, par qui le scandale arrive, si je puis dire. Et donc, bien évidemment, maintenant, elle n'aimait plus l'amant et elle aimait le mari. Voilà. C'est un sentiment mitigé, c'est qu'à la fois vous êtes très excité et c'est un sentiment bien sûr très fort, puisque enfin, vous allez faire ce pourquoi vous avez autant travaillé. Et puis dès qu'on raccroche, c'est bouf, la douche froide. Et là, vous vous dites, ah oui, enfin, oui. Elle ne peut être que différente puisque c'est l'inconnu. Vous êtes tout excité d'y aller et en fait, vous ne savez pas où vous allez. Et en même temps, vous avez un stress énorme parce que vous ne plaidez pas pour vous. C'est que vous plaidez pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez la parole dans ce métier, vous pouvez dire « j'ai été très bon ». Vous pouvez vous auto-congratuler. Le problème, c'est que ce n'est pas vous qu'on juge. C'est la personne qui est derrière vous, qui est dans le box. Donc, c'est là où vous dites que ce n'est pas un jeu, c'est pas un jeu oratoire. Voilà. On n'est pas en train d'essayer d'avoir le premier prix d'éloquence. C'est pas ça. Du tout. Et le confondre, ça c'est grave. Ça c'est une faute professionnelle. On ne plaide pas pour soi. On peut être excellent, il y a des confrères qui sont excellents. Mais après le travers, c'est justement, tu es tellement bon que tu plaides en rond, quoi. Et ça, c'est aussi ça devient un élément contre le client. J'ai lu le dossier, je l'ai préparé à l'époque
Parce que quand on est comme ça complètement profane, on a tendance à noter beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on pense qu'on n'a pas la mémoire et qu'on les utilise, vous voyez, comme si c'était des sèches. À l'époque, en revanche, je n'avais pas l'expérience que j'ai acquise. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais eu tendance à noter. Alors, le problème quand vous notez, il y en a deux. C'est que déjà, vous avez tendance tout le temps à regarder la feuille, d'une part, et ensuite, bien évidemment, vous avez mis les idées. Donc, du coup, c'est la liaison pour passer d'une... Et le plus dramatique, c'est quand vous dites « alors ». Alors, bon, voilà. Donc, voilà, bon. Mais à l'époque, j'ai dû dire beaucoup d'alors. Hein. Je ne vous le cache pas. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se dire je me lance sans rien écrire. Voilà. Alors au fil du temps, il y en a qui gardent cette manie, qui est une manière d'être assuré. Ensuite, il y a des gens qui évoluent. C'est-à-dire qu'au départ, ils écrivent beaucoup. Ensuite, ils mettent des idées forces. Ensuite, ils font un plan. Ensuite, ils ne mettent que des mots. Et ensuite, ils ne mettent plus rien. La prise de parole en public, elle est compliquée pour tout le monde. Cela devient de plus en plus aisé à force de l'apprendre. Bon, alors il y en a qui n'y arrivent jamais parce qu'ils ont trop de stress, etc. Mais je veux dire, de toute façon, ça ne fait que s'améliorer. Le fait qu'on porte la robe, qu'on arrive dans une enceinte judiciaire avec ses codes, etc., que vous ayez un rôle qui est préétabli, tout ça, cela vous aide. Vous n'êtes pas le seul à parler. Bon. En général, vous parlez quand même beaucoup mieux que le client. Après, bien évidemment, le problème de la plaidoirie, c'est qu'il ne suffit pas de parler, c'est qu'il faut convaincre. Et ensuite, il faut convaincre pas en disant n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut convaincre en parlant du dossier et en parlant de la personne. Et après, vous avez ce que moi je qualifie les dossiers fermés et les dossiers ouverts. Donc les dossiers fermés, c'est ceux où de toute façon la culpabilité, elle est acquise. Et par conséquent, il ne vous reste pas grand-chose à plaider. Ou alors, j'ai envie de vous dire, il vous reste énormément à plaider, puisqu'il vous reste à plaider pour la personne. Et ensuite, il y a les dossiers dits ouverts. Alors là, les dossiers dits ouverts, c'est-à-dire bien évidemment, vous avez plaidé sur la personnalité de votre client, du prévenu ou de l'accusé. Le prévenu, c'est pour le tribunal, l'accusé, c'est pour la cour d'assises, bien évidemment. Mais surtout, vous avez plaidé les faits parce que vous considérez que les faits ne sont pas établis et que la qualification retenue n'est pas la bonne. Donc ça vous donne beaucoup plus de matière. Je l'affirme, il est beaucoup plus simple de plaider des dossiers ouverts. Parce que quand on n'a pas l'habitude de plaider, c'est plus simple de raconter une histoire et de dire que cette histoire, elle ne coïncide pas avec les faits tels qu'ils sont décrits, ou inversement. Donc du coup, ça vous donne de la matière à plaider. En revanche, je peux vous dire que l'exercice le plus difficile, c'est lorsque les faits sont établis, que la personne, elle a un casier judiciaire, voit elle est en récidive, et que vous devez plaider. Vous plaidez quoi? Il est gentil. Il ne le refera plus, mais il l'a déjà fait se le mettre, ça fait 3 fois qu'il le fait déjà. Que le tribunal soit clément, pourquoi? C'est un abonné. Vous voyez? Et là, c'est là où, c'est ce que je disais, c'est là où il vaut mieux avoir des tripes, savoir se mettre tout nu, savoir ce qu'est la vie et comment des gens peuvent être dans des trajectoires brisées à jamais. Ça, c'est un peu de soi, c'est de la culture, c'est... moi comme vous le savez, qui adore le cinéma, c'est aussi des morceaux de films. Voilà, vous vous nourrissez un peu de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez connu. Je veux vous livrer une anecdote. Ça date d'il y a 18 mois. J'ai plaidé aux assises une affaire de vol à main armée en récidive. C'était 3 vols à main armée en récidive avec la caissière qui avait été aspergée d'essence par les braqueurs. Et moi, je défendais donc un des braqueurs. Et c'est l'avocat de la partie civile qui est venu me dire, et moi, je ne m'en étais pas rendu compte. À un moment donné, j'ai plaidé justement la vie cabossée de cet homme et les raisons pour lesquelles il avait été... conduit à faire ce vol à main armée, enfin un des vols à main armée, puisqu'il y en avait un sur lequel il avait été arrêté en flagrant délit. Et j'avais illustré mon propos en faisant état, en parlant, si vous voulez, du film Les choses de la vie,
de sauter avec ce fameux accident où on voit Piccoli qui fait des tonneaux avec la voiture dans le champ, et au fur et à mesure, il y a un flashback sur sa vie, puisqu'il y a une voix off où, en fait, il se parle. J'ai expliqué cela, et il m'a dit, tu t'es même pas rendu compte, il m'a dit, en même temps que tu plaidais, comme tu lui expliquais le flashback, il m'a dit, tu plaidais en reculant, pour donner du sens à ton propos, tu marchais en arrière. Voilà. Donc, ça se fait instinctivement. Il m'a dit, tu donnais une impression d'être complètement dedans parce que tu reculais au fur et à mesure, exactement quand on voyait les tonneaux de la voiture et le flashback que faisait Piccoli puisque tu reculais. Bon. Voilà. Donc c'est difficile de préparer. Voilà. On n'est pas non plus... la plaidoirie peut être théâtrale, mais ce n'est pas du théâtre. Je n'avais pas besoin de trop parler avec lui parce que les faits étaient établis. J'aurais été beaucoup plus gêné si les faits étaient contestés. Il ne les contestait pas, les faits. C'est-à-dire qu'on savait qu'il était bien rentré dans la maison, qu'il avait surpris sa femme avec son amant et qu'il avait pris un coup de manche de pioche. Ça, c'était établi. Et donc, il ne le niait pas. Donc, du coup, j'avais moins besoin de le préparer. Voilà. Bon, il n'était pas de mémoire d'une intelligence aiguë, mais bon, voilà. Ça, après, à l'audience, vous savez, les clients, enfin, en tout cas, les personnes qui passent en procès, c'est pareil. Ils ne sont pas là pour changer de personnage. Moi, je suis contre le fait d'essayer de leur apprendre un rôle. Ça peut marcher, mais si le tribunal s'en rend compte ou la cour d'assises, c'est catastrophique. Et si lui ensuite dérape, c'est catastrophique. Donc il vaut mieux laisser les gens comme ils sont et s'appuyer de leurs avantages et de leurs inconvénients au fur et à mesure. Voilà. Maître Robaglia, à l'époque, qui était l'avocat qui avait le plus gros cabinet de pénal de Paris à cette époque-ci, où aujourd'hui la plupart des avocats qui sont un peu plus âgés que moi, Spinner, Jean-Yves Le Borgne, etc., ont fait leur stage, leur collaboration chez lui. J'avais été le voir en disant, voilà, quelques clés. Bon, ensuite, où on apprend aussi beaucoup, c'est en allant voir plaider. Vous allez voir plaider justement les confrères illustres et vous apprenez beaucoup. Inspiré, ça serait un bien gros mot parce qu'il ne plaidait pas l'amant de la femme qui s'était pris un coup de pioche. J'avais été voir Henri Leclerc plaider, qui était donc exceptionnel. J'avais vu aussi Thierry Lévy. Donc du coup, voilà, en tous les cas, on apprend l'audience. Voilà. On n'apprend pas à plaider, mais on apprend l'audience. On voit un peu comment les gens se posent, en fait. Chacun a son ADN. Donc du coup, la technique de l'un, peut-être elle est formidable, mais elle est formidable parce que c'est lui. C'est pas forcément la meilleure recette pour vous, parce que vous n'êtes pas fait comme lui. Vous n'êtes pas fait du même bois, donc du coup, ça peut... voilà. Au départ, quand on plaide, en tous les cas quand on n'a pas l'habitude et quand on commence, j'ai envie de vous dire, on a intérêt à être classique, quoi. Les originalités, il faut les laisser avec l'âge et l'expérience. Je sais que je n'avais pas été brillant du tout, hein. Je n'avais pas été bon du tout parce que justement il y avait beaucoup trop d'hésitation entre une idée et une autre. Et l'autre point c'est qu'on parle vite. Comme si on voulait en fait se débarrasser du stress et de la plaidoirie, donc on parle trop vite. L'audience s'était déroulée de manière quand même assez sympathique. Voilà. Parce que le tribunal et le procureur savaient que c'était ma première plaidoirie. Le client, le prévenu, c'était la première fois qu'il passait au tribunal. Donc voilà. Donc je m'en souviens qu'il y avait eu un peu d'humour à l'audience. Donc on va dire que c'était plutôt de bon ton. Voilà. Le stress, moi, par exemple, je l'ai toujours encore aujourd'hui. Hein, donc
la phrase libérateur qui vous libère du stress, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est maître, vous avez la parole. Jusqu'avant, vous l'avez, après, vous l'avez, mais pendant, vous l'avez plus. Donc, si vous voulez, il faut apprendre à vivre avec. Il faut essayer de ne pas tomber dans les pommes, entre guillemets, mais voilà, vous êtes là pour ça. Donc, c'est dur, mais c'est un peu dans tous les métiers pareil, ou dans tous les sports. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de sports, donc du coup, je gère peut-être un peu mieux le fait d'arriver au moment où, ou lorsque vous montez sur le ring, ou lorsque vous tirez un penalty, ou voilà, c'est bon, bref. Mais il est là, il est là. Et d'ailleurs, c'est mieux qu'il soit là, parce que ça veut dire que vous savez que vous pouvez bien faire, mais vous savez aussi que vous pouvez mal faire. Donc, c'est bien qu'il existe et qu'il soit toujours là. J'avais plaidé, en gros, la femme volage et l'honneur bafoué. Et en fait, ça s'était très bien passé pour lui, j'avais un très bon résultat. Mais ce n'était pas grâce à ma plaidoirie, hein, c'était par la bienveillance du tribunal, parce que c'était ma première plaidoirie. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que c'est ce que m'avait dit le client. Parce qu'il est sorti à la barre, c'est-à-dire que donc, la peine qui lui a été infligée couvrait la détention. Donc le soir, il était libre. Et le client s'en était rendu compte en disant Maître, le tribunal a voulu vous faire plaisir. Donc, il avait vu les limites de ma plaidoirie, mais le résultat était là. D'abord, on est fier d'avoir plaidé, on est fier que cela ait marché, d'avoir eu un bon résultat. Bon, voilà, on oublie un peu le décorum. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire que la plus dure, c'est pas la première, c'est la seconde. Enfin, ou la deuxième plutôt. C'est la deuxième la plus dure, parce que la deuxième, vous pensez que vous savez, parce que vous êtes un peu prétentieux, et en fait, vous ne savez toujours pas. Et donc là, vous partez dans des élans qui peuvent parfois tourner au ridicule. Donc, j'allais dire, c'est les plaidoiries les suivantes qui sont les plus dures. La première, bon, voilà, c'est la chance du novice. L'ami qui m'avait fait inscrire, c'était venu, et les critiques, c'était celles-ci. C'est que je parlais trop vite, que je ne faisais pas de pause, et que je lisais un peu trop ce que j'avais écrit, et surtout qu'il n'y avait pas de liant. Bam, 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 idée, deuxième idée, bon, voilà. Et là, on n'est plus à la fac. C'est un peu comme en plongée sous-marine, c'est qu'il y a des paliers. C'est-à-dire, en fait, vous avez plaidé 20 fois, 30 fois la même chose, enfin, de la même manière, avec les mêmes erreurs. Alors que vous êtes rentré dans la salle en disant « Attention, il ne faut pas que je parle vite, hein. N'oublie pas de faire une pause, hein. Arrête de lire tes papiers, etc. » Et puis, bouf, vous prenez le mur quand même. Et puis pourquoi? On ne sait pas pourquoi. À la 7e, à la 10e, à la 30e, hop, un des tics disparaît. Et vous ne l'avez plus, hein. C'est-à-dire que c'est fini, terminé. Et puis après un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà. Et puis après, vous apprenez à savoir quelles sont vos forces, quels sont comment est votre talent oratoire, si vous êtes plus fort pour dépeindre une colère ou une âme blessée. Ensuite, si vous avez plus de sensibilité pour plaider telle chose ou telle autre. Bon, après, voilà, on l'apprend, on apprend à se connaître soi-même aussi. Pour plaider, il ne faut pas être pudique. Si vous ne savez pas vous mettre à poil, c'est compliqué de plaider. Et il vaut mieux avoir eu une vie riche, c'est-à-dire il faut un peu connaître la vie pour pouvoir la plaider, ou en tout cas plaider celle des autres. Alors il y en a qui disent que quand on plaide pour son client, on plaide toujours une part de soi-même. Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas fait encore mon introspection, peut-être que ça viendra. Mais en tous les cas, il est certain, et ça j'en suis convaincu, et c'est paradoxal, ce que je vais dire, c'est que je suis personnellement favorable au port de la robe. Parce que je trouve que la robe, justement, permet de se mettre tout nu. Parce que vous êtes un autre, en fait. Quand vous mettez la robe, ce n'est plus Pascal Garbarini, c'est Maître Garbarini.
Donc il y a une symbolique, et puis en fait, c'est inconscient. C'est-à-dire que là, vous savez que vous êtes dans le rôle d'avocat, que ce soit, enfin en général, la défense, et à partir de ce moment-là, vous connaissez votre rôle, vous connaissez les limites de votre rôle, et surtout, vous savez que vous avez une partition à jouer. Pour moi, la plaidoirie, c'est la jouissance extrême. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un procès d'assises, où là, j'allais dire, c'est la plaidoirie dans son exercice le plus difficile, le plus aigu, et puis, j'allais dire, c'est l'acte ultime. Voilà, on met tout dedans. Il y a eu des débats qui ont eu lieu pendant des mois, des semaines. Enfin, je leur dis des mois, c'est arrivé, hein, plusieurs semaines. Donc, vous avez un condensé, vous savez où il faut appuyer, où il faut peut-être moins appuyer. Voilà, et donc, ça sort, quoi. Voilà, vous vous êtes retenu jusqu'à présent. Et puis, ou pas, mais en tous les cas, c'est maintenant, quoi. Voilà, et là, et c'est incroyable, en tout cas en ce qui me concerne. Le facteur déclenchant, c'est souvent, vous savez, il y a une suspension de séance, la cour revient, donc vous entendez la sonnerie, le greffier arrive et il crie « la cour ». Donc vous avez l'obligation de vous lever. Moi, je m'assois toujours avant pour pouvoir me lever. Et ensuite, lorsque la cour s'installe, vous devez vous rasseoir. Donc, ou non. Il y en a qui ne se rassoient pas puisqu'ils vont plaider, ils le savent. Moi, je me rassois parce que ça me concentre. Et la phrase magique, c'est le sésame, c'est « Maître Garbarini, vous avez la parole ». Et là, et c'est là où il y a tout le pouvoir de l'avocat, c'est que c'est une des seules professions où vous pouvez vous exprimer assez longuement, dire ce que vous avez envie de dire non quand tout le monde dit oui quand tout le monde dit non, et tout le monde doit vous écouter.